On va discuter pendant une demi-heure sur la thématique donc, qui est produit et impact social, sociétal. Et pendant 15 minutes, nos invités vont pouvoir répondre à vos questions. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Vaïté Le Prince-Ringuet, je suis Product Manager chez Entourage. Entourage, c'est une association qui crée des liens entre voisins avec et sans abri. Donc on est présent en France, dans 5 villes, dont Paris. On organise des rencontres solidaires partout dans Paris, par exemple. Ces rencontres, vous pouvez y accéder notamment par notre plateforme qui est l'app Entourage, disponible sur les stores. On a aussi un MOOC de sensibilisation. Ok. Bonjour à tous, Jean-Guillaume Pelletier, je travaille chez Microdon en tant que Product Manager depuis 3 ans. Rapidement, Microdon, en fait, c'est une entreprise sociale qui innove depuis 10 ans pour favoriser l'engagement solidaire des citoyens. On est présent dans 2 grands univers, c'est l'univers retail et l'univers RH, avec 2 grands dispositifs. Donc dans le retail, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le système de l'arrondi. Donc à la caisse d'un supermarché, vous pouvez arrondir votre ticket à l'euro supérieur pour faire un don pour une association, qui est reversé du coup à 100% à l'association, je précise. Du coup, on a aussi un deuxième outil qui est une plateforme de l'engagement qu'on propose aux entreprises pour les aider à engager de manière sociale en fait, leurs collaborateurs. Voilà. Et moi, je suis Jean-Christophe Perrin. Je suis un peu beaucoup de choses chez Make Sense, puisque je suis à peu près tout seul. Je suis Chief Digital Officer, CPO, CTO, je suis à peu près tout. Et je suis aussi entrepreneur social depuis 10 ans. Et je viens de rejoindre Make Sense, depuis à peu près 2 ans. J'ai repris toutes ces missions-là. Alors, qu'est-ce que c'est que Make Sense? Je ne sais pas si vous connaissez. À peu près, pas du tout. C'est une organisation internationale. On est présent dans 150 villes et plus précisément au Mexique, au Pérou, au Sénégal, en France et aux Philippines. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sensibiliser le plus grand nombre à l'urgence face aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Donc on en connaît un très très bien, c'est le dérèglement climatique. Il y a aussi les enjeux des océans, il y a aussi les déchets. Donc on organise plein d'événements partout dans le monde et c'est par des effets de communauté. Donc on fait du community building. Et à côté de ça, on accompagne des entrepreneurs sociaux qui, localement, dans chacune de ces villes, inventent des solutions pour résoudre ces enjeux à leur niveau. Et donc là, c'est des programmes d'accompagnement en ligne, ça peut être des incubateurs qu'on ouvre dans les villes, et on vient de lancer un fonds d'investissement spécialisé dans l'émergence de projets à impact. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je vais vous relire la description qu'on avait pour cette session et on va commencer avec une première question. Donc c'est les questionnements quant aux conséquences de la technologie sur les environnements écologiques, travail individuel, occupent évidemment de plus en plus de place dans la société. On a une position en tant que product owner ou manager ou dans le monde du produit qui fait de nous des acteurs privilégiés pour y répondre et pour agir. Nous avons le pouvoir d'utiliser la scalabilité des produits pour viser un impact positif à grande échelle. Alors à quelles conditions un produit peut-il avoir un réel impact social et sociétal? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies et les tactiques que pour un produit entre guillemets normal? Comment les adapter? Quelles sont les contraintes que l'ESS impose? Et quels sacrifices éventuels faut-il accepter et pour quels avantages? Donc beaucoup de questions qui sont balayées. Comme je vous disais, on va discuter ensemble pendant une demi-heure. Et pendant 15 minutes, on va prendre vos questions. Première question que j'ai pour vous, suite à un premier tour de chauffe qu'on avait fait ensemble autour d'un verre pour aborder et préparer le sujet. Vous venez d'associations et d'entreprises potentiellement très différentes les uns des autres. Donc ma première question, c'est en quoi la nature de l'entreprise impacte le fonctionnement côté produit? Typiquement, quand on est une association versus une entreprise. Parce qu'il y a des ramifications et des impacts qu'on ne mesure pas à première vue. Je vous laisse y répondre. Moi, tout simplement, donc Entourage, association. Clairement, j'ai fait toute ma carrière avant en start-up, dans des entreprises et puis dans des grandes entreprises. Je dirais que la première différence, c'est la culture. En fait, avec ma petite dizaine de collègues, on a une entente incroyable. On est vraiment unis par la même vision. Et les gens qui rencontrent Entourage passent une semaine en bénévole avec nous, par exemple.
n'en reviennent pas en fait. C'est impossible d'être poignardé dans le dos par un collègue chez Entourage, ça n'arrive jamais. En gros, j'ai un plaisir à travailler au quotidien qui est vraiment unique. Non, vraiment, qui est vraiment unique. J'ai jamais vu une telle unité de vision et autant d'empathie entre collègues, autant d'écoute que dans cette association. Voilà. Moi j'en vois un, et on en avait déjà parlé, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre le revenu et les investissements. Et donc et notre impact en fait réellement. Donc plus on va avoir de personnes à nos événements sur le sujet, je sais pas quoi, du déchet organique, plus ça va nous coûter cher, mais personne nous paye pour ça. Et donc il n'y a aucune corrélation entre l'impact et le revenu, contrairement aux autres startups. Et ça veut dire que si on veut augmenter le flux de personnes dans nos tunnels, si on veut bien suivre ce qu'ils font, leur support, ça va nous coûter extrêmement cher en intercom, mais il n'y a personne qui nous dit super, il y a quelqu'un qui est venu à ton event, tiens, 50 €. Et donc ça complexifie énormément. Parfois on se dit tiens, on va enlever intercom, alors que dans d'autres startups on dirait non, surtout pas, il faut faire le support. Si, parce que ça nous coûte trop cher. Donc c'est aussi ça de notre côté. Ça, c'est vrai que côté pricing, par exemple, il y a une contrainte que j'ai qui est absolue, qui est que l'app sera toujours bien sûr gratuite, nos événements ouverts à tous. Donc on n'a pas du tout l'enjeu du pricing. En revanche, de plus en plus, pour mobiliser l'une de nos sources de financement qui est les dons des personnes qui participent au réseau, dans ce cas-là, il va falloir qu'on déploie des mécanismes plutôt de nudge, pour leur rappeler de faire un don au moins une fois par an, pourquoi pas à chaque événement auquel ils participent, etc. Donc c'est vrai qu'il faut être un peu créatif. Pour Microdon, la dynamique là-dessus, elle est un peu différente parce qu'en fait, nous, on est vraiment une entreprise, donc une SaaS. On a fait des tours de levée de fonds comme une entreprise normale, mais en fait, on a un agrément ESUS, c'est-à-dire entreprise solidaire d'utilité sociale, qui encadre justement la profitabilité, qui limite les écarts de salaire entre les moins bien payés et les mieux payés. Si on dégage des dividendes, on doit les réinjecter dans la structure. Donc en fait, on marche un peu comme une association. La différence, en fait, c'est que nous, on offre un service qui est un service B2B. Et donc, l'idée, c'est de faire du B2B2C. Et en fait, notre premier utilisateur, notre premier client, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, elle va nous appliquer les mêmes niveaux d'exigence que ceux qu'elle va pouvoir appliquer à des SS2I plus traditionnels. Et donc, ce qui est assez difficile, et là je rejoins ce qui est dit, c'est que atteindre ce niveau-là, ça a un coût très important. Et en fait, souvent, quand vous démarrez une réunion, par exemple pour proposer un de vos dispositifs, donc on vous écoute et on vous dit ah mais en fait c'est pas gratuit de mettre en place l'arrondi. Je comprends pas, je vais faire un don. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour mettre en place ce type de dispositif? Et donc en fait, il y a un décalage entre le consentement à payer et l'impact qui peut être généré. Et donc là, du coup, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, quoi. Et puis peut-être qu'aussi, pour nous, particulièrement Make Sense et Entourage, donc les associations, quelque chose qui nous distingue vraiment par rapport aux autres types de produits digitaux. Certes, on a une vitrine digitale, mais plus de la vraie force de frappe d'Entourage, le vrai produit, c'est des rencontres sur le terrain entre juste êtres humains, avec et sans abri. Et donc là, il y a une partie du produit qu'on ne contrôle pas du tout, qu'on va essayer de contrôler, enfin en tout cas, on va essayer d'aménager l'expérience utilisateur avec un énorme focus sur la modération, par exemple des échanges dans l'application. Quand il y a une initiative solidaire qui est créée, il y a toujours un modérateur d'Entourage qui anime la discussion, qui la facilite. Voilà, on est vraiment... mais il y a toujours cette partie du vécu réel des utilisateurs qu'on ne contrôle pas. Et dans l'équipe Entourage, les 3/4 du staff en fait, sont dans les équipes opérationnelles. C'est en fait ceux qui organisent les événements de quartier, etc. Et qui ont plutôt une culture vraiment opérationnelle, terrain. Beaucoup sont d'anciens travailleurs sociaux, par exemple. Donc, pour moi, ce qui est différent dans mon métier aujourd'hui, c'est que j'ai cette culture digitale, agile, etc. Mais je suis perpétuellement en train d'évangéliser, d'expliquer ce que c'est qu'une user story, etc. à mes collègues qui viennent de backgrounds plus traditionnels. Et je dirais qu'il y a même un peu un vrai changement de mentalité pour certains qui étaient dans le travail social, qui avaient peut-être une approche très transactionnelle, alors que là, on essaie de leur montrer, de les tourner vers une approche plus customer service. Et je pense que ça aussi, c'est important à préciser, c'est que on en parlait tout à l'heure, est-ce que les entreprises sociales ont forcément une partie offline?
Nous, c'est notre cas. Je sais pas. Je pense que 90% de notre impact, on le réalise via des événements, des rencontres entre entrepreneurs, des rencontres de mécénat et de tout ça. Donc on crée des événements en physique. Donc tout notre produit est online. Tout d'un coup, black box, on ne sait plus ce qui se passe dedans. Hop, ils réapparaissent le lendemain en nous disant que c'était super, feedback, ils nous mettent des notes. Et là, ce qui se passe entre les deux, c'est qu'en fait, tout au long du parcours, on a une personne chez Make Sense qui fait les opérations et qui doit faire la formation. On a des formations qui sont opérées par des bénévoles. On a du suivi opéré par des bénévoles. Et ça veut dire qu'aussi, on doit simplifier énormément nos produits en termes d'opération et de data, parce qu'il y a des personnes qui sont bénévoles et qui sont là juste pendant 2 semaines. Donc il faut les former extrêmement rapidement, et on a un turnover énorme sur les opérations faites par les bénévoles. Et en plus, nous, on a des cas particuliers, c'est qu'on est au Pérou, où on est par exemple à Dakar, où l'électricité coupe, où il faut envoyer des SMS, où en fait il faut être présent sur Messenger aussi. On fait des bots WhatsApp pour faire tout ça, parce qu'en fait, il y a certains moments où les opérations ne peuvent pas être faites à travers nos applications, nos sites internet. Et donc tout ça fait que c'est... Donc on a de la chance quand 100% des opérations sont faites. Et ça, c'est juste pour reprendre sur la question, c'était c'est quoi la différence entre un produit social et un produit classique. Franchement, on a entendu plein de conférences aujourd'hui, et quand on discute avec les gens qui sont dans des entreprises tech, la composition des équipes, elle est très technique. Il y a beaucoup de développeurs, de product, du UX, etc. Data. Et en fait, la différence, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une grosse partie d'humain dans les produits qu'on gère, et ça se transcrit en fait dans la composition des équipes. Nous, la tech, c'est moins de la... Je crois que c'est le tiers à peu près de notre équipe, alors que... Pour donner la stat chez moi, chez Make Sense, on est 80 et il y a 3 développeurs. Ouais. Et on a 20 community managers. Donc c'est ça la composition de nos équipes en fait. Oui, pareil, chez Entourage, on est donc 2 dans l'équipe technique, avec 5-6 bénévoles très actifs. Donc en équivalent temps plein, on est plutôt à 4-5-6. Mais très variable. Donc il faut toujours être hyper agile avec des bénévoles qui décommandent au dernier moment, d'autres qui arrivent. Voilà. C'est pour ça que j'étais au téléphone il y a exactement 2 minutes avant le call avec un bénévole potentiel. C'est non-stop, des allers et retours. Et puis en revanche, aujourd'hui, Entourage serait rien sans nos 50 ambassadeurs qui sont des bénévoles engagés sur le terrain plusieurs heures par semaine. Combien d'entre vous travaillent dans des ESS? Juste par curiosité, est-ce que vous pourriez lever la main? 2. D'accord, très bien. Moi, une des composantes qui m'a fasciné, vous l'avez abordé là, c'est à la fois sur la dimension de budget, la gestion du budget, qui impacte le type de produit et comment vous le construisez. Et le deuxième, dont on vient de parler également, c'est les bénévoles. Et à quel point, entre guillemets, la ressource humaine qu'est un bénévole, une personne qui est motivée pour rejoindre un projet, peut être compliquée ou pas à gérer. Est-ce qu'on peut revenir sur ce facteur humain de la gestion du bénévole en association et Vas-y, toi, vas-y. Allez, il y a un truc assez particulier dans les associations. Donc, il faut bien différencier l'entrepreneuriat social et les associations. C'est pas forcément la même chose. Il y a un facteur dont on parle assez peu, c'est l'âge des bénévoles. Si vous allez, par exemple, à la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, les bénévoles qui font tourner les opérations sont des bénévoles retraités. Ce qui fait que ce sont presque des temps pleins. Chez Make Sense, les bénévoles ont entre 20 et 30 ans. Et le turnover, c'est 6 mois. Parce qu'en fait, ils arrivent dans une ville, ils ont envie de rencontrer des gens, ils veulent s'intégrer par rapport à un certain sujet, le lien social. Ils sont contents, après ils trouvent un métier, ils font leur stage, ils n'ont plus de temps. Et donc ce qui fait que ça, c'est un premier sujet à prendre en compte, c'est l'âge des bénévoles et comment on onboard les bons bénévoles par rapport à d'autres où on va dire, non, tu vas juste tenir le stand bière pendant la soirée parce qu'en fait, je ne peux pas te former à autre chose. Et donc nous, par exemple, on commence à faire des analyses de bénévoles en fonction de questionnaires et de se dire... en fait, on reprend toutes les techniques UX, surtout du B2B. C'est du scoring sur du client pour savoir si simplement les 7 heures que j'ai dans ma journée pour faire un seul call ou 2-3 calls, avec qui je le passe. Et donc on commence presque, nous, à faire du scoring de personnes qui ont envie de devenir bénévole Make Sense en disant, en fait, non, tu dois d'abord faire des formations et tout ça, parce qu'en fait, ça nous prendrait trop de temps à moi de passer du temps avec lui. Donc ça, c'est aussi un sujet. Totalement. On conçoit le parcours du bénévole chez Entourage, c'est l'un des parcours c'est au sein des parcours utilisateurs
du réseau entourage, c'est l'une des possibilités. Donc on identifie parmi notre pool d'utilisateurs qui ferait un bénévole ambassadeur idéal, quoi. Et ensuite, on les embarque dans une expérience d'onboarding de l'ambassadeur. Et c'est pareil aussi pour les bénévoles tech. De la même façon, j'identifie ceux qui pourraient contribuer au tech et produits et UX. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est un produit à part entière. Vraiment. Nous, on est un peu moins concernés parce qu'on est une entreprise, donc on n'a pas de bénévoles. En revanche, étant donné qu'on est une entreprise sociale et qu'on interagit en permanence avec des associations, puisque c'est en fait eux qui sont les bénéficiaires des actions qu'on mène, on est souvent aussi au contact justement d'assos qui sont gérés et qui en fait nous transmettent comme interlocuteurs des bénévoles. Et en fait, Microdon, son objectif, c'est de faire la passerelle entre les entreprises qui vont prendre la plateforme de l'engagement, qui vont vouloir proposer à leurs salariés peut-être des missions solidaires de long terme, court terme, moyen terme, et qui en fait n'ont pas les codes et les références des associations. Quand vous êtes dans une entreprise, vous vous dites pas il viendra peut-être pas demain ou il viendra demain, etc. Et en fait, l'idée c'est de créer des outils qui permettent de faire ces ponts-là. Et donc en fait, c'est de lier les deux univers, quoi. Je m'interroge comment on arrive à pérenniser en fait un produit, quel que soit le produit du coup, quand en fait les personnes qui sont l'équipe constituante changent en permanence. Comment vous arrivez à vous projeter dans la durée? Comment vous arrivez à gérer ça? Nous par exemple, je pense que le site a été redéveloppé 7 fois à chaque fois que les développeurs partaient. Enfin, ça fait 8 ans qu'on existe, je pense qu'il a été redéveloppé 7 fois, quoi. Et en fait, c'est super compliqué. Et quand on en discutait, il y a quelque chose d'assez important, c'est est-ce que l'association qui se lance a une culture digitale forte, et est-ce que dans les fondateurs de l'association, il y a une brute du dev qui arrive à gérer des développeurs et à découper les tâches et les modules de manière à ce que ça impacte peu si la personne fait mal son travail ou si elle ne maintient pas le code comme elle l'avait dit. Mais par exemple chez Make Sense, c'était pas le cas, et ce qui fait qu'en fait il y avait des développeurs bénévoles qui arrivaient et disaient « ça serait trop bien de faire une plateforme de job pour que les gens trouvent des jobs dans les associations ou chez les entrepreneurs sociaux ». Et en fait le projet s'est passé de main en main, le développeur a plus été là, le site il a fonctionné pendant 3 ans sur un serveur, personne ne le savait. Mais c'est là, nous typiquement comme il n'y avait pas cette culture là avant que j'arrive, ça a toujours très mal marché, en tout cas d'intégrer la partie développeur. Je ne dis pas sur d'autres community développeurs et d'autres choses ça a marché, mais sur la partie tech, ça a été une suite d'échecs. Et aujourd'hui, par exemple, on ne travaille plus avec des bénévoles développeurs. Ah oui. Et nous, on a mis longtemps à trouver notre façon de fonctionner actuelle, qui va sans doute aussi changer rapidement. Parce qu'on a par exemple été en Scrum pendant longtemps, à une époque où l'association avait recours à des prestataires qui étaient en Scrum, donc c'était assez régulier. Puis pour diverses raisons, on a essayé d'internaliser le développement, de faire grossir l'équipe de dev, mais là on se heurte tout de suite à une limite très importante qui est que c'est pas facile de trouver un mouton à 5 pattes développeur qui est bon sur 2 ou 3 technos et accepte des réductions de salaire importantes. Et d'autre part, donc on a aussi développé l'appel aux bénévoles, et aujourd'hui on est sur un fonctionnement avec donc un seul développeur en interne avec lequel on fait des sprints en Scrum, mais en revanche tous les bénévoles ils sont en Kanban. Donc mon job en tant que product manager, c'est de jongler entre les deux. J'ai le Scrum pour mon développeur qui correspond à tous les projets vraiment critiques, mais en revanche je suis obligée de bien entretenir, jardiner le backlog dans tout un stack de techno complémentaires, parce que je sais que demain je peux être appelé par quelqu'un qui fait de la data et il va, donc en fait de plus en plus moi je me rapproche d'un modèle open source, mais en même temps j'ai quand même des stakeholders internes qui vont me demander de faire un plan pour mes releases pour les prochains mois, d'avoir une roadmap structurée. Donc je suis toujours en train de à la fois tout ce qui est avec la matrice Moscow, là, le must, should, could, en gros tout ce qui est du could ou du should va se retrouver dans le Kanban pour les bénévoles, et tout ce qui est le must c'est géré en Scrum avec mon développeur interne. Mais ça ne répond pas à tout, parce que pour moi je pense que dans l'associatif on a encore peut-être un tout petit problème d'attractivité par rapport aux développeurs. Donc aujourd'hui une des limites de la croissance d'entourage, c'est simplement trouver la perle rare qui va compléter l'équipe tech et produit. Et je pense que c'est du fait qu'on fait appel à un pool de bénévoles tech et produits qui sont aux 4 coins de la France,
C'est d'autant plus important, par exemple, que le développeur soit avec moi assis à mon bureau. Je sais que dans d'autres ESS, ils arrivent à travailler en remote, en réseau, comme par exemple Microdon. Mais pour nous, ça va être une des vraies limites, c'est que, étant donné qu'on gère un pool de 40 bénévoles qui sont en remote, si en plus les développeurs internes étaient en remote, ça serait assez ingérable. En fait, la question, à mon avis, c'est aussi comment on fait pour conduire une roadmap dans l'économie sociale. Donc là, on parlait des gens, des personnes qui l'incarnent. Nous, cette problématique-là se pose pas trop parce qu'en fait, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, on est chez Microdon, on est très unis, c'est vraiment une super boîte. Tout le monde est là depuis longtemps, il s'inscrit dans la durée, dans le projet. Nous, en fait, la difficulté, elle va plus être sur le type de fonctionnalité qu'on va avoir à développer, puisqu'en fait, nous, notre objectif, c'est de faire de l'impact social. Et que pour le faire, on doit réussir à intégrer les entreprises pour faire du B2B. Parce que l'idée, c'est qu'on arrive à trouver un modèle économique rentable pour soutenir l'impact social qu'on génère. On reverse, je l'ai déjà dit, mais 100% des dons aux assos, ce qui fait que l'idée, c'est d'avoir un modèle d'engagement. Question naïve, comment vous mesurez les uns et les autres votre impact social? On en parle depuis le début, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est une super question parce qu'en fait c'est extrêmement compliqué de calculer son impact parce il y a toujours la question de l'impact direct et indirect, et en plus nous par exemple Make Sense, on est une association où on dit on est systémique, ça veut dire notre objectif c'est que de plus en plus de personnes dans la population mondiale sont au courant des grands enjeux ou des usages qu'il faudrait modifier ou des choses comme ça. Et donc en fait c'est super compliqué de se dire alors on a sauvé 3 pingouins, on a mis tant de sachets de poubelle, mais en fait c'est peut-être pas nous, c'est parce qu'en fait ils avaient vu un reportage avant. En fait c'est très très compliqué. Là on est en train de faire de lancer des chantiers de calcul de mesure d'impact, donc de construire une mesure d'impact, de savoir comment on peut l'intégrer au sein de nos algorithmes et de se dire qu'en fait on va calculer, on va monitorer au quotidien ce qui se passe. Donc là par exemple on envoie avant les événements un questionnaire que les participants remplissent en se disant voilà mon état de connaissance de ce sujet. Pendant l'événement on leur pose des questions, après l'événement on leur pose des questions, 6 mois après on leur pose une question, 1 an après on leur pose des questions, et de voir l'évolution de la compréhension. Mais on peut pas après c'est comme dans l'e-commerce, le plus gros enjeu c'est l'attribution, c'est de savoir qui a véritablement générer la vente. Nous, c'est qui a véritablement généré l'impact. Je pense que c'est le même sujet. Je pense que c'est des super débats. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et c'est vrai que chez nous, l'impact pour toute association, c'est le nerf de la guerre. Parce que quand je disais qu'on ne monétise pas Entourage, c'est pas tout à fait vrai. En fait, une énorme partie de notre modèle, c'est de vendre des rapports de mesures d'impact à des fondations d'entreprises, voilà, qui vont choisir de financer Entourage plutôt qu'une autre asso parce qu'on a montré qu'on avait plus d'impact. Voilà. Donc en gros, pour nous, mesurer l'impact, on va avoir tendance à... Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les fondations, les services publics qui donnent de l'argent à Entourage, sur la foi de l'impact qu'on a, il n'y a pas vraiment de standardisation. Elles ont chacune un peu leurs indicateurs clés. Donc on est obligé un petit peu d'adapter notre discours. Mais je dirais que pour nous, la notion clé, c'est qu'Entourage, on permet aux voisins avec et sans-abri des rencontres solidaires. Donc tout simplement, c'est ça notre KPI, c'est le nombre de rencontres solidaires, le nombre d'utilisateurs de la plateforme qui ont vraiment rencontré une personne sans-abri grâce au réseau. Et donc c'est pas encore l'impact on a réussi à sortir cette personne de la rue. En fait, malheureusement, chez Entourage, on est obligé aussi de reconnaître que précisément, le rôle des riverains s'arrête là où celui des associations et des services publics commence, et c'est pas aux riverains forcément de sortir la personne de la rue, même si c'est de ça dont on a peur. Si on parle à une personne sans abri, c'est qu'elle commence à nous demander du travail, un toit, etc., et que ça aille trop loin. Donc notre but, c'est justement de limiter, de faire comprendre aux utilisateurs qu'ils n'auront pas cet impact-là, en tout cas pas à court terme, pas à moyen terme, et pas tout seul. Donc on intègre aussi beaucoup des relations partenariales avec d'autres associations qui vont prendre le relais là-dessus. Et qui vont donc ensemble, en fait, avec d'autres associations et avec les services publics, c'est là où on aura un impact, du coup, plus indirect, effectivement. Mais c'est vrai que, pour moi, le modèle idéal de mesure d'impact, vraiment idéal, ça serait celui d'un mouvement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Effective Altruism. Et Effective Altruism, c'est un mouvement qui calcule, vraiment de la façon la plus froide du monde, le nombre de vies sauvées. Et donc, selon ce mouvement-là, qui
ce mouvement-là va plutôt recommander aux fondations d'entreprises de donner à des causes concurrentes à Entourage qui sont, par exemple, le fait de sauver des vies en finançant des filets contre la malaria, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que là, on peut se poser la question, mais alors pourquoi donner à Entourage? Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que Entourage, on a nos actions à court terme, où on organise des rencontres qui brassent quelques dizaines de personnes tous les jours dans Paris, etc. Clairement, c'est difficile de voir le nombre d'années d'espérance de vie gagnées, de vies sauvées par ça. Même si c'est vrai que peut-être que si on sauve, si on donne des relations sociales à une personne SDF, elle a plus de chances de se réinsérer. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne à la rue, c'est 49 ans. Donc, si elle se réinsère, elle va sans doute gagner 20 ans d'espérance de vie. Mais voilà, on ne peut pas aller jusqu'à ce degré-là de mesure d'impact, alors que c'est le cas pour des associations qui font, par exemple, la malaria, etc. Vous avez vos propres objectifs que voilà. vous suivez, qui sont importants pour vous. Voilà, c'est ça. Jean-Guillaume, tu voulais dire, ouais. Ouais, parce qu'en fait, nous, c'est différent. En fait, comme Microdon collecte des dons et qu'on les reverse à des associations à 100%, en fait, la question de l'impact, ce qu'elle soulève, c'est la question de la traçabilité des dons. Comment je sais que quand je donne 1 euro pour telle cause, il va vraiment servir à tel vaccin précisément? En réalité, c'est pas possible. En fait, la question qui est posée là, c'est comment est-ce qu'on va garantir que l'argent qui est collecté a servi à une cause précise et particulière. Et du coup, ça me fait penser ce que tu disais, c'est que quand en fait, à mon avis, le rôle principal de Microdon, c'est d'aider les associations à innover à travers les dons qui sont transmis. On dit souvent en fait, que les associations, elles gèrent en fait, des projets parce qu'elles ont des subventions qui proviennent de l'État, des subventions publiques qui sont affectées à un projet donné. Donc les assos, sur ces projets-là, vont faire des retours en disant à l'État, voilà comment j'ai utilisé le don, voilà ce que j'en ai fait. Et donc du coup, c'est impossible pour une association en cours de route d'obliquer de son modèle, parce qu'en fait, elle a, entre guillemets, vendu aux bailleurs de fonds un projet particulier. Ce que Microdon finance, en fait, à travers les dons, étant donné qu'on ne les trace pas, c'est cette capacité à innover, et c'est l'activité de l'association, puisque nous, la foi et l'envie qu'on a quand on cherche à financer des associations, c'est aussi de leur faire confiance, c'est elles qui sont sur le terrain, et donc du coup c'est elles qui vont exploiter. C'est l'activité de l'association, c'est pas le projet que l'association décide de mettre en place. Voilà, c'est la différence entre financer une association et financer un projet qui va être lui traqué entre guillemets d'un point de vue financier. On en a parlé la dernière fois, c'était depuis la crise de 2008, il y a eu un grand changement quand même dans les politiques de financement. Et il y a eu un déplacement de subventions qui étaient des subventions de fonctionnement. Donc en fait, on avait la possibilité d'utiliser cet argent comme on le souhaitait, et le bailleur de fonds ou l'État avait confiance dans l'action de l'association. Et là, il y a eu un gros changement. Maintenant, on tombe plutôt sur des subventions sur investissement, et donc on doit prouver en face que l'argent qui a été donné a bien permis de construire un projet qui était défini dans un cahier des charges, et que cet argent a bien été utilisé auprès de tiers. On ne peut pas payer des salariés avec. On est obligé de dire on a eu 30 000 euros d'avocat, 20 000 euros de développeur, 10 000 euros d'un UX designer, 1 000 euros d'un data scientist, puisque en asso on n'en a pas. Et donc en fait c'est assez marrant parce que tout le système de fonctionnement, comme on n'a pas de revenus, on n'a pas de clients qui nous payent directement l'utilisation, en fait, on se retrouve c'est du contre-scrum, c'est du contre-agile. C'est-à-dire on est obligé de construire un projet qui est borné, et on ne peut pas dériver, on ne peut pas pivoter, on ne peut pas se dire tiens, le terrain nous a dit que. Non, on finit, on essaie de marger sur les subs et on va voir ailleurs, quoi. Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre comment on s'engage pour avoir un impact. On réussit à obtenir, dans ces cas-là, on réussit à obtenir des subventions pour délivrer sur un projet. Une fois que les subventions sont sèches, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? Le projet meurt gentiment. Soit les politiques en place n'ont pas changé. Et ça, c'est de la grande chance. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la région. Là, il s'est passé quelque chose aux alentours de 2008-2010, je ne sais plus quand, c'est Pécresse qui est arrivé. Et ce qui fait qu'il y a eu un changement aussi de la vision de comment la région doit donner de l'argent aux associations. C'est très politique, la manière dont on donne de l'argent à l'impact social. Et ce qui fait que nous, par exemple, chez Make Sense, on est en train de vraiment changer la manière dont on voit la donation, puisqu'on va
on va chercher de la donation auprès soit de philanthropes particuliers, qui sont souvent plutôt du monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'on doit financer les échecs, et on va aussi chercher du financement auprès de grandes organisations internationales comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui a donné de l'argent à Make Sense, qui a une vision, comment dire, investisseur. C'est-à-dire qu'ils nous ont financé 100 000 € et nous ont dit en échange de ces 100 000 €, c'est quoi votre KPI et quels sont vos objectifs. On leur dit ce sera 100 000 personnes dans nos événements en fin 2019. Et ils nous disent vous revenez nous voir, quand vous avez 100 000 personnes, on vous donne 1 million. Et donc eux, ils sont beaucoup plus dans une vision, c'est peut-être à l'américaine, mais c'est de dire, en fait, on croit en vous dans une durée de 100 ans. Contrairement en France, où c'est plutôt, il y a une enveloppe et on verra si l'année prochaine, elle y est encore. C'est deux manières de voir différentes. C'est terrible parce que j'aimerais en discuter encore 1 heure. On arrive, il nous reste un quart d'heure. J'ai plein de questions intéressantes dans la suite de ce que tu venais d'évoquer. Comment est-ce que vous arrivez à garder la foi en tant que product quand les features n'avancent pas ou les projets n'avancent pas? On est beaucoup autour de la foi, de l'investissement émotionnel humain. En fait, nous, chez Microdon, on a une grande chance, c'est que le système en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, pour faire avancer leurs fonctionnalités, etc., vont le justifier par des utilisateurs et vont vouloir générer du flux, du trafic. Et souvent, c'est un peu ça le motto des entreprises. Et pour le faire, soit elles font du marketing, soit elles utilisent un système un peu de croissance endogène de leur propre app. Et en fait, nous, la grosse force du système de l'arrondi, c'est qu'on n'a pas besoin de générer du trafic, parce qu'en fait, on est là où est le trafic. C'est-à-dire qu'il y a 80 milliards de transactions par an qui se font à travers les TPE. Et l'année dernière, il y a eu 14 millions, enfin 13,7, 14 millions d'actes de dons en France. Donc on a encore, même si on ne fait pas des évolutions fonctionnelles démentes, on a encore en fait une marge de progression énorme. Et nous, ce à quoi on croit, et du coup ça passe pas forcément par des roadmaps techniques, en fait c'est au partenariat. Si on est sur les TPE, c'est parce qu'on a un partenariat avec Ingenico et Verifone. Si on est interfacé avec la paye de 400 sociétés en France, c'est parce qu'on a des partenariats avec ADP qui gère la paye, etc. Et en fait, du coup, nous, notre roadmap, même si on ne sort pas des évolutions vitesse grand V comme d'autres peuvent le faire ici, en fait, elle ne nous empêche pas d'atteindre quand même notre impact. Et ouais, pour compléter, tu parlais de la foi. Je pense qu'il y a un truc très particulier à notre secteur qui est quand on a un commentaire positif sur, on entendait tout à l'heure la start-up sur achat d'une voiture en ligne. C'était quoi le nom? Aramis Auto. Voilà. Et s'il y a un commentaire en disant ouais, c'est super, j'ai pu vraiment acheter la meilleure des voitures. Ouais, je suis content en termes de product. Mais par contre, nous, dans notre cas, c'est ouais, je suis réfugié syrien en France et j'ai pu trouver du taf parce qu'en fait, je me suis lancé dans mon projet et je permets à ma communauté de 20 autres Syriens de travailler. Et en fait, je pense que nous, je pense que dans d'autres startups, c'est l'accumulation des témoignages qui crée la foi, tandis que pour nous, c'est peu de témoignages, mais ils sont d'une telle force qu'on se dit bon allez, je vais me défoncer ce soir, je vais faire un peu plus d'œuvres parce que le témoignage a une valeur beaucoup plus forte. Et donc je pense que c'est ça qui crée, en parlant de foi. Hein. C'est vrai que chez Entourage, par exemple, le projet est co-construit avec notre comité de la rue qui sont dits ex et actuels sans-abri. Ils sont tout le temps dans nos locaux à Paris. Et on a également lancé des comités de la rue dans toutes les villes où on est implanté parce que c'est des partenaires indispensables. Ils ont un comité de pilotage qui se réunit toutes les 2 semaines et qui valide l'éthique ou la pertinence de toutes les actions qu'on veut lancer. Bon, je les embête pas pour la forme d'un bouton, mais vraiment, si on a la mairie de Paris qui vient nous voir en disant, par exemple, pour la nuit de la solidarité, on aimerait avoir une app pour décompter les SDF. Voilà, ça c'est typiquement le genre de questions qu'on va leur poser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc ces personnes sont dans nos bureaux tout le temps. Souvent c'est pour se faire un café, pour prendre une douche, etc. Et voilà, donc je sais qu'à eux tous, ils ont passé quelque chose comme 80 ans à la rue. Et en fait, on se rend compte à quel point ils ont vécu des choses atroces et ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, ils sont pleinement réintégrés dans des cercles sociaux qui leur permettent d'être vraiment comme vous et moi. Ils sont, même si certains sont encore à la rue, en fait, on sent qu'ils sont vraiment dans la société à fond. Et par exemple, parfois, quand on voit que l'impact d'une feature
n'a pas été celui qu'on pensait. Au contraire, en fait, le simple fait d'être entourage, de faire parler de la Tech for Good, etc., d'avoir une certaine visibilité dans les médias, ça fait que, par exemple, les témoignages dans Le Parisien, BFM, etc., des membres de notre comité de la rue, notamment sur la question des femmes à la rue ou des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, en fait, on se rend compte qu'on est une asso avec une plateforme, etc., mais surtout, on a aussi un impact énorme par le biais de ces témoignages et jusqu'à peut-être influencer l'actualité législative, certains. Voilà. Donc c'est vrai que ça replace en fait le produit dans quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, dans un vrai changement sociétal fort. Et je pense que le message d'entourage, c'est vraiment qu'il est possible de rencontrer des personnes SDF. Pour moi, pour reprendre, en gros, garder la foi, il suffit que je participe à un événement entourage dans la semaine et voilà, c'est reparti. Mais ma question de départ sur qui travaille en ESS n'était pas naïve. Ouais. Vous incarnez en fait votre entreprise, le but de l'entreprise est directement lié à un impact social ou sociétal. Donc quoi que vous fassiez, effectivement, vous permet à un moment donné de vous dire je suis un ancien de Google, je peux me poser des questions sur je bosse sur des fonctionnalités, je bosse sur des téléphones qui abrutissent les gens, qui polluent la planète, etc. Comment vous pouvez... Est-ce que vous avez des idées ou des clés à donner à des gens qui ne sont pas dans le secteur de l'ESS sur comment faire en sorte qu'eux aussi aient un impact, se sentent valorisés, ne se sentent pas justement misérabilistes en disant « Merde, moi je suis là pour faire du pognon et polluer la planète ». En 2 secondes, après je te laisse parler, mais c'est qu'en fait, nous, on ne pourrait rien faire sans Google. Genre, sans le SEO, on pourrait rien faire. Sans Facebook, on pourrait rien faire. Sans WhatsApp, on pourrait rien faire. C'est-à-dire que sans toi qui dois te dire oh là là, je suis dans une entreprise qui fait des téléphones et qui pollue et tout ça, certes, mais en fait, on va plutôt vous aider à avoir une meilleure éco-conception, de réduire le poids de vos serveurs au niveau de l'énergie et tout ça. En fait, on n'a jamais pu, autant qu'aujourd'hui, résoudre les enjeux socio-environnementaux. Et pourquoi? Parce qu'on peut faire du community building en ligne, on peut faire du scale. Enfin, c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Mais c'est plus, venez un peu plus vers nous, quoi. Ouais. J'y suis plus, mais ok. Tu as participé. En fait, je pense que, mais c'est carrément ça. En fait, nous, je pense l'économie sociale, en fait, se base beaucoup quand même sur de l'existence et sur de l'humain. Et on pourrait pas avoir de l'impact s'il n'y avait pas des partenariats, s'il n'y avait pas en fait tout ce que tu décris, quoi. Et les fondations qui nous soutiennent aussi, qui sont des entreprises tout à fait classiques. Voilà. Pour moi, une petite clé peut-être, ça serait un petit peu, je fais l'analogie avec le RGPD. Et je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui sont DPO aussi, qui ont cette casquette-là ou qui ont mis les doigts dans le RGPD. Mais ils demandent voilà, c'est un peu gluant. Mais bon, voilà. Et il y a des outils qui sont l'impact. Il faut analyser, il faut prévoir l'impact que pourrait avoir une breach de tes données, quelles conséquences négatives ça pourrait avoir pour le user. Donc j'avoue que j'ai pas de framework en tête, mais j'ai trouvé certains articles qui présentaient des listes de questions qui vous permettent d'analyser ce produit que j'ai, de quelle façon juste anticiper la façon dont il peut être bien ou mal utilisé, quoi. Ce que je pense d'ailleurs Facebook n'avait pas tout à fait bien fait, par exemple, avant de tomber dans des scandales comme Cambridge Analytica ou l'immense problème de la modération, etc. qu'ils ont. En fait, chez Entourage, on a décidé depuis le début d'être vraiment orienté privacy by design et d'avoir une présence extrêmement forte des modérateurs de l'équipe Entourage pour qu'ils puissent, par exemple, on a anticipé qu'il allait se passer des choses négatives avec des personnes vulnérables SDF qui demandent de l'aide à des riverains. Ou des personnes SDF qui potentiellement pouvaient également devenir violentes. Donc dans notre produit, on a vraiment designé chaque étape des interactions pour prévenir les risques et pour avoir un impact le plus positif possible au niveau de l'UI et de l'UX, quoi. Moi, sur la question, sur la question que tu poses, comment on peut s'engager au quotidien, en fait, je disais tout en introduction, l'objectif de Microdon depuis 10 ans, c'est de développer des solutions innovantes qui doivent permettre aux gens de s'engager. Et on peut s'engager dans son quotidien à la caisse d'un supermarché grâce à la générosité embarquée. On peut s'engager dans son entreprise en réalisant par exemple du mécénat de compétences.
Au lieu de travailler pendant 6 mois ou 4 mois dans votre entreprise, vous pouvez être staffé dans une association. Votre entreprise défiscalisera votre salaire. En fait, il y a plein de systèmes qui permettent aux gens de s'engager. Et nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment d'utiliser la techno pour mettre ces systèmes-là et ces dispositifs accessibles. Une chose qui était claire quand on en discutait, c'est votre passion au quotidien et des gens avec lesquels vous travaillez. Quels sont les sacrifices que vous avez consentis, si sacrifices il y a eu, pour travailler dans ce secteur-là? Je reprends mon exemple de Google, très bien payé, des goodies dans tous les sens, un impact mondial, puisque n'importe quel outil développé par l'entreprise touche des milliards d'utilisateurs. Sortir de cet environnement-là pour entrer dans l'ESS, dans le monde du produit. Je reste produit. Est-ce que vous pouvez me dire vos expériences personnelles? Moi, je pense que celui qui me manque le plus, c'est ce que j'avais dit en introduction, c'est la relation directe entre l'impact et le revenu. C'est le fait de tout le temps avoir l'impression de se dire, mais je suis super content d'augmenter l'impact, mais en fait, derrière, ça ne rend pas sustainable mon entreprise, ma structure. Il faut qu'on trouve des moyens déportés de gagner de l'argent. Donc accompagner des grosses compagnies qui veulent se transformer en mettant en place du community building. Oui, on le fait chez Make Sense parce que ça nous fait beaucoup de marge qu'on peut réinvestir dans notre produit. Mais ce qui fait que parfois ça rend hyper schizophrène parce qu'à certains moments donnés, même moi je dois faire des missions de conseil où j'accompagne des intrapreneurs parce qu'en fait c'est le meilleur moyen pour financer ce que j'ai envie de mettre en place. Donc soit ça fait du défocus, soit en fait c'est des modèles déportés où on se retrouve avec 2 équipes et il y a une des équipes qui dit vous pouvez pas calmer un peu l'impact parce que là on doit travailler 2 fois plus. Et c'est le seul truc qui manque. Mais après au niveau de la rémunération, certes on est moins payé, on est moins visible. Là aujourd'hui c'est peut-être la première fois qu'on invite un panel comme ça à une conférence de product, je sais pas, je pense. Ça arrive pas souvent. Je pense aussi, ouais. Et c'est cool. Tant mieux. Ouais, c'est une réalité, mais je pense que je pense que c'est une question de foi. Oui, voilà. On en revient. Puis c'est peut-être aussi un choix de vie parce que, comment dire, on est dans des structures en moyenne plus petites. À vrai dire, je connais pas de structure de l'ESS ou associatif ni en France ni ailleurs qui soit gigantesque, qui ait exactement 2000 développeurs. Et je pense qui que la seule fonctionne en en France, squad, etc. Je pense que la seule en France, c'est Groupe SOS. Ouais, c'est Groupe Ouais, SOS. voilà, Et simplement, c'est morcelé. encore, Donc en plus, c'est pas non plus une énorme. C'est une grosse structure, mais morcelée. Et puis, à ma connaissance, ils ne sont pas organisés en squad à la Spotify, etc. Enfin, voilà. Il y a une croissance assez limitée, ce qui est, parce qu'en termes de, par exemple, en termes de taille de marché, on pourrait se demander quand est-ce qu'Entourage va s'internationaliser, par exemple. Mais en fait, aujourd'hui, le produit Entourage est tellement complexe à définir au niveau français. Parce qu'il faut prendre en compte, il faut une compréhension tellement fine de la psychologie des personnes, quels sont les freins à la rencontre solidaire, que ça c'est déjà, une partie de ces questions, des résultats qu'on va trouver va s'appliquer qu'à la France en fait. Donc en fait pour nous je pense qu'on est tellement innovants à essayer de creuser la psychologie des gens, quels sont les freins pour approcher les sans-abri, qu'on sera encore en train de se poser la question au niveau français dans 1 an, 2 ans, etc. Et avant de pouvoir se la poser à Londres, aux États-Unis, etc. J'espère que je me trompe et qu'on aura des clés, que des clés vont pouvoir se répliquer. Mais rien que le mot solidaire, on a du mal à le traduire en anglais. Et donc on pense que c'est quand même des enjeux qui, pour moi, dans mon esprit, sont assez locaux. Et donc, je ne pense pas que je serai à la tête d'une organisation de 70 product managers demain. Ça, c'est un vrai sacrifice pour moi. Du coup, j'essaie de compenser au niveau de ma formation, puisque forcément, quand on arrive dans l'ESS, on est souvent le seul product manager de sa boîte. C'est cool, on est tout en haut depuis le début, mais bon. Donc, il y a des choses qui nous tirent vers le haut. Par exemple, le fondateur de l'association Entourage avait un parcours de CTO dans des grosses boîtes. Donc, on a une culture produit aux plus hauts échelons, mais... Donc je pense que là-dessus, il y avait une partie de ma formation qui se continuait, mais par contre, je pense que c'est une vraie question à vous poser, surtout en début de carrière. Ça peut tout à fait valoir le coup plutôt d'investir dans votre formation au sein de gros groupes où vous avez un product track tout défini avant de venir avoir de l'impact dans le secteur social. Parce que, au début, il faut peut-être investir sur soi dans des entreprises qui ont des recettes toutes faites pour la croissance de vos compétences, quoi. Voilà. Ça dépend vraiment des personnalités plus ou moins autodidactes, de là où du nombre d'années d'expérience, etc. Voilà.
Moi, sur la question du sacrifice, c'est ça Ou pas. Ouais. Justement, c'est plutôt ou pas. En fait, le seul point, c'est ça, c'est une réduction du salaire, mais en échange, vous vous levez le matin, vous savez pourquoi. C'est des équipes qui sont petites, donc du coup, ça permet en fait d'avoir des niveaux très flat. Nous, on est vraiment une entreprise dans laquelle il n'y a pas de manager. Donc c'est les systèmes d'holacratie, ça fonctionne par cercle. Il y a donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a une ambiance et des gens qui sont tous tournés vraiment vers un même objectif parce que le sacrifice financier est quand même là. Et donc en fait, moi je sors vachement grandi de cette expérience-là. Avant, je travaillais dans une entreprise type, c'était Groupon. Ça n'a aucun rapport comme expérience de vie. Et franchement, le sacrifice financier par rapport, c'est vraiment rien, quoi. Donc moi, je regrette pas du tout. Et ouais, pour compléter, nous, je pense qu'on est les entrepreneurs sociaux, mais de structures qui ont bien fonctionné et qui sont déjà bien installées. Ce que je trouve aussi intéressant, qui n'est pas un sacrifice, donc l'inverse d'un sacrifice, je ne sais pas ce que c'est. Un non-sacrifice, c'est d'aller dans une structure qui a un marché. Parce qu'en fait, il y a énormément d'entreprises, d'entrepreneurs, de startups qui se lancent et assez rapidement, ils ont cramé tellement de fric pour un marché qui n'existe pas. Nous, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat social, c'est oui, il y a des déchets qui sont jetés à la poubelle, oui, il y a des SDF. Donc en fait, c'est assez sympa aussi de travailler pour une structure où on est persuadé qu'il y a un marché. Et qu'on doit aussi, et le truc qui est assez amusant, c'est on doit résorber ce marché, on doit le faire disparaître. Donc c'est vraiment assez sympa aussi de travailler là-dedans, c'est au moins tu es sûr de la base de ton business, quoi. Ouais, c'est clair. Une dernière question, est-ce que vous recrutez ? En bénévole. Oui. Nous, oui, on cherche des développeurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de microdon.org ou à faire tourner. Oui, nous, au rythme de croissance d'entourage actuellement, je pense que ce sera un recrutement en product, un recrutement en product par an, on espère, parce que par exemple, en fait, entourage, on est vraiment quand même dans une mentalité test and learn. Donc là, on vient par exemple de recruter une nouvelle PO pour notre Next Act, qui va être axée sur la réinclusion économique des personnes sans abri. Mais voilà, c'est quand même des croissances très light. En revanche, c'est vrai qu'on parlait aussi des façons de donner du sens à son travail dans les grands groupes, et je pense que je suis 100% d'accord qu'en fait, on est un seul maillon de la chaîne. Il y a d'autres façons qui sont, par exemple, le mécénat de compétences, qui est très peu connu, en fait. C'est quand vous êtes une grosse boîte profitable, cette boîte peut défiscaliser, et donc sur votre temps de travail, vous consacrez une demi-journée par semaine, un jour en mode commando, etc. Et vous venez utiliser vos compétences pro dans le secteur associatif. Donc là, en fait, pour nous, c'est une infusion, une transfusion vitale de compétences chez Entourage. C'est pour ça que à peu près un petit quart de mes effectifs, c'est du mécénat de compétences. Voilà. Ouais, nous aussi chez Make Sense, c'est le cas. Après, dans l'équipe produit tech, on ne recrute pas, mais par contre, on recrute énormément sur des fonctions chef de projet, community développeur, community building, et même aux Philippines actuellement ou au Liban. Donc vous pouvez aller voir. Ça n'a rien à voir avec le produit. Voilà. Okay. Parfait. Ben, merci encore. Merci. Merci à tous les trois.